Salut à toutes et à tous et bienvenue sur usracing.com pour votre nouveau rendez-vous Gasoline Alley, l'émission qui vous donne un accès privilégié aux coulisses de l'IndyCar. Et pour ce deuxième numéro, Anthony Drevet en compagnie de mon acolyte et spécialiste IndyCar sur US Racing, Kevin Vernaz. Bonjour Kevin. Salut Anthony, salut tout le monde. Alors au sommaire de cette émission d'une durée d'environ une demi-heure, comme l'autre fois Kevin, nous allons revenir sur la course de Baltimore et les polémiques qui vont avec, avant de se diriger vers l'Indiana pour un projet qui ne ravit pas forcément tout le monde, et ensuite un petit mot sur le championnat et son évolution dans les années à venir, avant de terminer sur l'Indy Lights, car c'est un championnat également important. Gasoline Alley, émission 2, c'est parti. Alors Kevin, on va revenir sur la course de Baltimore avec une victoire sensationnelle d'un tricolore dans une course complètement folle. Et oui, victoire d'un tricolore, d'un tricolore en plus français, hein, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, puisque Simon Pagenaud a décroché sa deuxième victoire en carrière, sa deuxième victoire de la saison en IndyCar. Après Détroit sur un circuit urbain, le pilote Sam Schmidt, Peterson Motorsports, a remis ça à Baltimore sur l'un des circuits les plus difficiles, dans l'une des courses les plus délicates à maîtriser. Il a vraiment usé de toute sa science du pilotage et de toute son expérience qu'il a pu acquérir lors de ses passages dans les différentes catégories pour remporter une victoire absolument magistrale. Et il faut dire que le Français a dû se battre en plus pour aller décrocher ce succès. Donc vraiment un travail accompli de la part du pilote français. Oui, c'est sûr, hein, au dernier restart, à 7 tours du but, eh ben, il a réussi tout simplement à se défaire de Marco Andretti qui voulait bien, hein, cette victoire dans les rues de Baltimore, mais il Et termine c'était finalement plus loin. Et c'était aussi bien, on a vu des affrontements peu loyaux en piste durant cette course, autant la bagarre entre Marc Pagenaud était vraiment, elle, très très jolie. Ils ont vraiment montré que c'était des pilotes d'un très grand calibre, et Marco Andretti a encore fait une très belle course sur ce circuit après déjà sa prestation très positive à Sonoma. C'est vrai que Marco Andretti, il avait connu un très bon début de saison et puis finalement il a connu un petit passage à vide et là on a l'impression qu'il se refait, hein, puisque on parlera tout à l'heure du championnat, il est pas mal placé. Alors Kevin, comment est-ce qu'on peut expliquer la performance de Sam Schmidt, de Schmidt Peterson Motorsport pour ce week-end de Baltimore, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que même son équipier s'est bien fait à cette piste. Peut-être un petit travail sur les réglages de la voiture, non? Absolument. Alors, l'écurie Schmidt Peterson Motorsport a fait un gros travail cette année sur le package suspension de leur Dallara DW. Comme on l'a dit, hein, la piste de Détroit sur laquelle Pagenaud s'est imposé précédemment possède des caractéristiques similaires à celles de Baltimore. Les deux circuits sont extrêmement bosselés, avec une combinaison à la fois de virages rapides et de virages lents. Et on a vu que leur travail a payé, hein. Ils ont vraiment réussi à trouver la clé pour faire fonctionner le châssis et les pneumatiques Firestone sur ce genre de revêtement. Et les voitures ont été performantes dès le début du week-end, puisque les deux pilotes se sont montrés à leur avantage dès les essais libres. Et on l'a vu ensuite lors des qualifications, puisque Tristan Vautier, qui était un petit peu éteint ces dernières courses, a intégré le Firestone Fast Six. C'est vrai que Tristan Vautier, bon, il était éteint, mais finalement, il reste sur de bonnes performances, même à Sonoma, hein, où il termine 12e. C'est vrai que Tristan, bah, on espère que ça va fonctionner pour lui. On y reviendra tout à l'heure. On va faire un petit parallèle entre deux pilotes, dont Tristan Vautier. Vous allez voir que c'est quand même intéressant. Alors, il n'y avait pas que Simon Pagenaud qui était impressionnant ce week-end. Il y a également la performance incroyable de Sébastien Bourdet, puisque les tricolores étaient vraiment à la fête, hein. Bourdet a, semble-t-il, retrouvé de sa superbe, certes sur un circuit urbain, mais apparemment, le rôle de son ingénieur a été important. Absolument, et on se rend compte que la décision de Dragon Racing d'embaucher un nouvel ingénieur porte ses fruits. On ne peut pas attendre des miracles immédiatement dès le premier week-end, mais on se rend compte que le travail de fond est en train de payer. Sébastien Bourdet, lui, entamait mal sa course puisqu'il partait 22e après avoir reçu une pénalité pour avoir causé un drapeau rouge. Et le Français s'est battu, Chamkar, et il a prouvé à tout le monde qu'il avait encore faim, qu'il avait encore la pointe de vitesse, la hargne. Il l'a d'ailleurs déclaré en interview d'après-course. Voilà, il a simplement dit je pense encore avoir la pointe de vitesse, avoir suffisamment de compétences pour mériter ma place en IndyCar et j'espère vraiment continuer dans cette série. Il aime l'IndyCar et il veut vraiment poursuivre. Et on l'a vu lui aussi, hein, faire un bel affrontement, encore une fois, avec Simon Pagenaud, qui a démontré avoir vraiment faim de victoire. Il la voulait, hein, cette première position, on l'a vu, lorsque les deux hommes se sont affrontés roue contre roue lors d'un freinage, où Pagenaud n'a rien lâché et où Bourdet a failli partir à la faute. Et ça a failli se terminer dans le mur, ça c'est sûr, parce que
certes, on est dans la lutte pour la victoire. Ok, on se fait pas de cadeaux, on est amis sur la piste. On est amis, pardon, non, justement, pas sur la piste. Ouais, dans la vie, mais pas sur la piste. Qu'est-ce que t'en penses de cet affrontement? Moi, je pense que voilà, Bourdet était à l'extérieur. Certes, il a pas forcément beaucoup de chances de réussir sa manœuvre, mais bon, j'ai l'impression quand même que Simon va un petit peu sur le manceau, non? Faut savoir que Sébastien Bourdet tente une attaque déjà dans une zone où il est très très difficile de dépasser il se porte à l'extérieur de Pagenaud au freinage. Il arrive tout juste à mettre son train avant au milieu de la voiture de Pagenaud. Et il sait que de toute façon sa manœuvre a très très peu de chances de réussir. Et de l'autre côté, Pagenaud sait justement que Bourdet a peu de chances de passer. Donc lui, il va élargir sa trajectoire. Et il est resté quand même très correct, hein, puisqu'il ne l'a pas envoyé dans le mur. Il lui a laissé de la place. Mais voilà, de la place, il en manquait tout simplement à Bourdet pour terminer sa manœuvre. Donc pour moi, c'était un affrontement, tout ce qu'il y a de plus normal. Et n'oubliez, il s'agissait de la lutte pour la victoire avec deux hommes qui ont besoin de se montrer. Oui, c'est vrai que depuis 2007, Sébastien Bourdet n'a pas remporté de course aux États-Unis, en tout cas en formule monoplace. Et c'est vrai que là, il la sentait, hein, cette victoire. Il s'est certes imposé en grand âme, mais c'est pas pareil quand même. Alors, Bourdet, il a également connu quelques difficultés parce qu'en repartant de la 22e position pour arriver à la 3e, on peut se dire qu'il a connu une course, bon, pas facile, mais en tout cas qu'il est bien remonté. Ça a failli se terminer très mal avec Servia notamment en début de course. Qu'est-ce qu'il a fait le pilote espagnol là, il est entré en contact avec Bourdet. Ça n'a pas été vraiment compréhensible ça. Le pilote espagnol a tué une manœuvre très très surprenante, hein, pour un pilote de sa classe et de son expérience. Je vous invite à regarder la caméra embarquée. On constate que le pilote Panther Racing, pardon, a tout simplement oublié que ses pneus et ses freins étaient froids. Il a freiné extrêmement tard sur une piste encore une fois extrêmement bosselée, hein, qui a conduit à la faute de nombreux pilotes, et il a freiné tout simplement trop tard. Il a bloqué tout de suite ses roues et il n'a eu nulle part où aller si ce n'est dans la voiture de Bourdet. Manœuvre extrêmement décevante de la part d'un pilote qui a quand même 13 ans d'expérience en IndyCar. Ah, ça s'explique peut-être par le fait qu'il veut absolument retrouver un volant, mais c'est pas en faisant comme ça que ça va fonctionner, ça c'est sûr. Ça fonctionne très très rarement. Alors en tout cas, on a parlé de Bourdet, de Pagenaud. Maintenant parlons de Tristan Vautier. Alors mine de rien, connaît une saison un petit peu difficile, en dents de scie, hein, je dirais Kevin. Il connaît une saison début de course pardon, à Saint-Pete, ça se passe bien. Début de course en Alabama, ça se passe bien. Et puis la fin de course également, puisqu'il termine 10e. Depuis, il s'est un petit peu éteint. Là, il fait un top 11. Voilà, il fait pas un top 10, il fait un top 11. Mais pilote à un tour. Premier pilote à un tour, c'est vrai. Et il était dans le Firestone Fast Six. Alors, moi, je pense justement qu'il est bon de faire peut-être un parallèle entre lui et Newgarden, puisque ce week-end, vous le savez certainement, enfin ce week-end, le week-end dernier, le week-end de Baltimore, Joseph Newgarden a terminé en deuxième position, son premier podium en carrière. On sait qu'il était rapide également en début de saison dans les rues de Sao Paulo. Joseph Newgarden, lui, Kevin, tu vas pas me contredire, sa première année avec Sarah Fisher-Hartmann Racing n'a pas été vraiment au-delà des attentes. Non, Joseph Newgarden a fait l'effet d'un pétard mouillé tout simplement parce qu'il a été extrêmement impressionnant pour ses premiers tours de roue. Il s'était même qualifié en première ligne, hein, lors de l'épreuve de Long Beach 2012 avant de se sortir tout simplement au premier virage, hein, après un affrontement avec le grand Dario Franchitti. Il n'a pas su résister au grand champion écossais. Et Joseph Newgarden avait terminé sa première saison à la 23e place du championnat, sans top 5, sans top 10. Et ça a été... il faut le dire, hein, la déception de l'année. On plaçait de grands espoirs en lui. Il n'a pas su les tenir, tout simplement. Oui. Et si, à l'inverse, cette année, on s'intéresse au meilleur rookie, au seul rookie de la saison, Tristan Vautier, on se rend compte que le parcours du Français est quand même meilleur. Il intègre souvent le Firestone Fast Six. Il a un top 10 déjà, donc c'est déjà des meilleures statistiques que Joseph Newgarden. Et surtout quand on voit l'évolution de Newgarden, qui cette année a bataillé pour le podium au Brésil, à Sao Paulo, et a obtenu son premier podium en carrière à Baltimore, je pense qu'on peut placer de grands espoirs en Tristan Vautier, qui lui devrait pouvoir se battre pour la victoire l'année prochaine. Ça prouve quand même qu'il faut laisser de la confiance, il faut faire confiance aux pilotes et puis leur laisser du temps. Absolument, absolument. Et c'est ce qui manque actuellement en sport mécanique, surtout en sport automobile. Et on suit
Tout simplement les lois de l'économie, hein. On a le même problème dans les entreprises, on veut du profit à court terme. Eh bien, les pilotes, eux, ne font pas exception. On veut des profits, on veut des résultats tout de suite. Et pour moi, c'est tout simplement la recette qui conduit à l'échec, tout simplement, parce qu'on ne peut pas demander à un pilote, et surtout à un rookie, un jeune rookie qui plus est, de jouer le top 5 tous les week-ends. C'est tout bonnement impossible. Il faut les ressources pour, il faut que l'écurie soit structurée. L'écurie Schmidt-Peterson est passée à 2 voitures cette année. N'oublions pas que Pagenaud roulait seul l'année d'avant. Et n'oublions pas surtout qu'il n'était pas vraiment rookie, parce que tout le monde Et considère oui, que Simon Pagenaud était rookie. Certes, il débutait en IndyCar, mais il débutait pas en monoplace, puisque en Champ Car, il avait déjà roulé, et puis il et avait il déjà s'était de la déjà bouteille, hein. mesuré à Will Power notamment, hein. Exactement, il avait quand même déjà de la bouteille. Il avait été coéquipier avec Will Power d'ailleurs. Absolument. Donc bon, Tristan, finalement, bon bilan quand même. Bon bilan, peut mieux faire. On va lui donner une note allez, de C+, la moyenne avec les encouragements. Je disais aussi, il ne faut pas oublier que Simon Pagenaud lui a fait une belle remontée au championnat, puisqu'il occupe désormais la 3e place. On va y revenir après, mais il ne possède plus que 70 points de retard que, entre guillemets, hein, Ouais. sur le leader. Et du côté de Schmidt-Peterson, on doit avoir envie de mettre toute son énergie, toutes ses ressources sur la voiture de Pagenaud, tout simplement parce que c'est le dernier espoir d'aller chercher le titre. Et il a encore une chance d'aller chercher ce titre. Et Tristan Vautier, lui, c'est une saison d'apprentissage. Il est là pour accumuler de l'expérience. Et je pense que Sam Schmidt, lui, enfin, sait très bien pourquoi Tristan Vautier est un peu moins performant que le leader de l'écurie. Donc pour Sam Schmidt, il ne faut aucun doute que Vautier a le talent pour, mais seulement on va se concentrer sur lui l'année prochaine parce que là, il a un titre à aller chercher tout Ouais, simplement. espérons quand même que ce soit ça, parce que ça serait vraiment pas du tout fair play de sa part, de la part de Sam Schmidt, de se débarrasser de Tristan justement en disant qu'il n'avait pas les résultats. En même temps, moi je trouve que c'est bien, hein, cette stratégie-là de se concentrer sur Simon qui peut être champion. C'est ce que n'a pas fait, alors je vais vous reparler de Formule 1, mais enfin en 2008, avec Robert Kubica, BMW, ils n'ont pas réussi ça et ils se sont rendus compte qu'en 2009, la voiture était nulle part. Donc il faut saisir l'opportunité quand elle est là. Et c'est ce que fait Sam Schmidt. Et donc c'est vrai que pour ça, je pense qu'ils font quand même une bonne chose et ils prennent les bonnes décisions, même si c'est au détriment de Tristan Vautier. Alors, une course désastreuse également pour les prétendants au titre, puisque Dixon et Hunter Ray sont quand même les grands perdants du week-end de Baltimore. Alors Ryan Hunter-Ray a connu lui des soucis mécaniques sur sa voiture, des soucis même électriques, puisque dès le premier tour il a été victime de son anti-calage qu'il a causé à l'abandon. Les conséquences sont désastreuses puisque le champion en titre occupe désormais la 5e place au championnat. Il est très loin. Et on se rend compte qu'on est sur une pente un peu savonneuse, hein, en ce moment du côté d'Andretti Autosport. Le leader de l'équipe n'arrive plus à marquer de gros points. Beaucoup de Et problèmes mécaniques quand même, hein, chez Andretti Autosport, ouais, je remarque, hein. Surtout chez Hunter Ray. beaucoup de problèmes mécaniques et on avait eu le même cas de figure l'année passée où Hunter Ray avait connu une casse moteur à Mid-Ohio durant l'été alors qu'il était déjà en lice pour le titre. Fort heureusement, le sort en a décidé autrement pour lui puisqu'il a été champion à la fin de l'année, mais cette année ça s'annonce très compliqué. Il ne reste plus que 3 courses. Alors certes, un double header qui comme on l'a vu à Détroit et à Toronto peut vraiment remettre les cartes à zéro. Ouais. Mais ça s'annonce quand même très difficile et je pense que dans la tête d'Hunter Ray maintenant, eh bien, on doit tout simplement avoir envie de jouer la gagne pour aller décrocher, récolter le plus de points possible. Ça c'est sûr. Et par contre du côté de Dixon, alors comment ça s'est passé, parce qu'on y reviendra tout à l'heure plus précisément, mais enfin Dixon termine quand même dans le mur de cette course. Dixon termine dans le mur après un énième accrochage, une énième controverse avec une voiture Penske et plus précisément avec Will Power. Voilà, Dixon s'est exprimé très clairement, on va y revenir après, mais il n'était vraiment pas content. Il a été contraint lui aussi à l'abandon et il perd gros, encore une fois, dans l'optique du titre. Donc celui qui fait la bonne opération, c'est Castro Neves. Alors il est béni des dieux, certes, mais enfin il a quand même pas connu une après-midi facile, hein. Eh bien, Castro Neves, lui, au soir de cette course, on se dit que s'il a réussi à s'en sortir, eh bien, Tout peut lui sa arriver. voie est toute tracée pour aller décrocher son premier titre, puisque Helio Castro Neves, lui, était parti pour connaître une journée misérable. Il a subi un contact lors du départ qui l'a forcé à rentrer au stand pour changer de museau. Et puis, le Brésilien a ensuite connu un problème lors d'un arrêt au stand, lors duquel il a roulé sur l'un des pistolets pneumatiques. Qui dit rouler sur son pistolet dit pénalité, donc Ouais. passage par les stands obligatoire.
Donc voilà, il a été remis plusieurs fois dans le cœur du peloton et on a vu que ça a été très très délicat d'évoluer dans cette partie du peloton Oui, avec les nombreux accidents dont a été victime. Enfin, ouais, la course, oui, dont ouais, a la été course a victime la connu, bien course. sûr. Ouais. Euh, donc voilà, Castroneves, lui, l'a joué encore une fois de façon très intelligente. Il l'a joué à l'expérience. Il a quand même de la Et, chance, mine de rien, parce qu'à Sonoma, et c'était oui, la même histoire, hein. Quand on est au milieu du peloton, on est quand même un petit peu soumis aux différents contacts, hein. oui, on est soumis aux différents contacts. Et lui, il en a été victime en début d'épreuve, hein. Mais finalement, il a quand même réussi à sauver un top 10, ce qui lui permet de prendre une bonne bouffée d'oxygène sur ses poursuivants que sont Dixon et Simon Pagenaud. D'ailleurs, au championnat, qu'est-ce que ça donne, Kevin, alors à 3 courses du but? Eh bien, 3 courses du but, Helio Castroneves, lui, accentue son avance au championnat. Il possède 501 points et il devance Scott Dixon, deuxième, qui accuse 49 points de retard. Simon Pagenaud est troisième à 70 longueurs et il devance Marco Andretti à 71 points et Ryan Hunter, qui fait office de dernier prétendant au titre avec 74 points de retard. Donc finalement, 5 pilotes pour jouer le titre avant les 2 manches de Houston et la grande finale à Fontana. Ça s'annonce exceptionnel, ça c'est sûr, Kevin. On aime ce championnat IndyCar, hein. On va encore, je crois, frissonner lors des dernières courses et notamment lors de la finale sur l'Oval de Fontana. Ah, ça va être bien. Bon, et bien finalement, on termine ce résumé à Baltimore par un record. Un record a été battu ce week-end. Eh bien oui, je vous le dis, depuis le temps qu'on en parlait, Tony Kanaan a enfin dépassé son team manager, Jimmy Vasser. Il a 212 départs en carrière. C'est vrai que c'est impressionnant quand même, hein. Il a pourtant été blessé, Kevin, dans sa carrière, et il n'a pas voulu eh bien, se laisser convaincre de renoncer à disputer une course. Et il est bien là après 212 départs consécutifs. Et ouais, 212 départs consécutifs et il aurait pu pourtant, hein, briser cette série parce qu'il a été blessé, notamment à Indianapolis il y a de cela quelques années lorsqu'il s'était brisé les côtes. Un accident qui était très impressionnant, hein. Sa voiture avait tapé le virage 3 à une vitesse tout simplement à plus de 200 miles, hein, il faut le dire. Donc il a roulé avec des côtes cassées à Milwaukee et puis il s'est fracturé le pouce cette année à Sao Paulo. Donc c'est vraiment un dur au mal et Castroneves avec tout son important, son imposant physique et son mental d'acier, eh bien, a réussi à battre son patron lors de cette statistique. Alors Kevin, après être revenu sur ce week-end de Baltimore, revenons sur une rivalité qui va faire date, hein. Ça déjà on peut peut-être l'annoncer, celle de Ganassi et Penske. On sait que ces deux hommes, hein, Ganassi et Roger Penske, ne s'entendent pas. Là ça vraiment la confirmation. Il y a encore eu un incident entre Power et Dixon. Alors parlons-en directement, hein, cet accident sur le restart. Que se passe-t-il? Dixon qui attaque Power, mais Power qui est un petit peu gêné par l'avant et finalement qui envoie Dixon dans le mur. Alors c'est ça, je vous invite à regarder les images. Si vous prenez l'image de face lors du restart, on voit clairement que Will Power tasse Scott Dixon, donc on peut se dire que eh bien, Will Power l'a fait délibérément. Il a changé sa ligne, sa trajectoire pour bloquer le Néo-Zélandais. En revanche, l'image arrêtée nous montre que la voiture de Power eh bien, a échappé à son pilote, comme en témoigne la position de ses roues avant. Donc si vous regardez bien, le museau pointe vers le mur, par contre ses roues avant, elles, sont dans la trajectoire, sont droites, ce qui montre que l'Australien est en train de contrebraquer. Donc on se rend compte qu'il a perdu le contrôle de sa monoplace. Et par contre, derrière, si on s'intéresse à la caméra embarquée de Scott Dixon, on a un point de vue extrêmement intéressant. On est vraiment dans le champ de vision, hein, du Néo-Zélandais. Dixon, lui, voit l'ouverture qui se présente devant lui. Il a le mur à sa droite, un boulevard devant lui. Il veut rentrer dans cet espace. À ses côtés, Power est à l'aspiration. Il a exactement la même idée. C'est pour ça qu'il change de trajectoire. Il veut déboîter. Je crois que c'est Sébastien Bourdet qui est devant lui. C'est ça. Mais par contre, sur cet endroit, il y a une bosse. Et c'est précisément cette bosse qui déstabilise la Dallara Chevrolet de Power. Et c'est ce qu'il envoie en travers. Et véritablement, c'est ce qui pousse derrière Scott Dixon dans le mur. Donc c'est un incident de course malheureux. C'est une erreur de Will Power également parce qu'il l'a déclaré. Il s'est excusé tout de suite, hein. À la fin de la course, il a dit ben voilà, je m'excuse envers Scott Dixon. Et j'ai absolument pas regardé dans mes rétroviseurs. J'avoue, j'ai fait une faute. Donc voilà, Scott Dixon était très en colère, mais c'est vraiment pas une manœuvre délibérée de Will Power. Bon, alors on a déjà un précédent, c'était à Sonoma, dans les stands entre Power et Dixon, quand eh bien, le mécanicien de Power nonchalamment vient ramener sa roue dans le passage de Dixon. D'après les images, on a quand même l'impression que le mécanicien de Power le fait exprès, non?
Là encore, le doute peut subsister. Et d'ailleurs, l'opinion est divisée hein, dans le paddock de l'IndyCar et puis parmi les spectateurs, les fans. On a beaucoup critiqué la direction de course, notamment Bob Barfield, pour avoir pénalisé Scott Dixon. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que tout d'abord, eh bien, tout contact qui met en danger les mécaniciens est pénalisé. Scott Dixon, lui, il ne faut pas oublier qu'il a, voilà, il a fait tomber un mécano, hein, tout simplement. Et puis derrière, Barfield, pour construire sa décision, il a regardé les arrêts au stand précédents de Will Power et il a vu que le mécanicien arrière droit utilisait toujours la même technique, il utilisait toujours la même trajectoire, si l'on peut dire, Ah, intéressant. et la même façon de porter son pneumatique. Donc, lors de l'incident, la controverse qui est apparue entre Dixon et Power, le mécanicien n'a absolument rien fait de différent. Il a simplement suivi la même ligne que lors des arrêts au stand précédents. Donc quand Dixon dit qu'il faut virer Barfield, entre guillemets, nous on n'est pas forcément d'accord. Qu'est-ce que tu en penses toi, de la direction de course jusqu'à maintenant? Bob Barfield cette année qui est arrivé en IndyCar, il prend pas forcément de mauvaises décisions, hein. Bah, non seulement il prend pas de mauvaises décisions, et non Il en prend seulement des il a bonnes. fait extrêmement de bien, il a fait extrêmement de bien à la direction de course. Il a rendu une transparence qui n'existait pas auparavant, où les décisions étaient très inconstantes. Et Scott Dixon, ça m'a vraiment étonné lorsqu'il a dit il faut virer Barfield, il est incompétent, il n'y a aucune régularité dans les décisions prises. J'ai un peu l'impression de revenir il y a de cela 2 ans en arrière, lorsque Brian Barnhart décidait tout simplement de relancer une course sur ovale alors qu'il pleuvait, et qu'on avantageait certains pilotes parce que voilà, on était dans les petits papiers des écuries. Parce que voilà, c'est tout simplement la façon dont ça se passait. Et les gens qui se plaignent aujourd'hui de Bob Barfield, c'est ceux qui étaient avantagés par Barnhart avant. Donc c'est clair que Bob Barfield ne peut pas être parfait tout le temps. Par contre, il a toujours les arguments pour justifier ses décisions. Il prend rarement des décisions à Ouais. l'emporte-pièce. C'est le Et mieux en puis, fait. Quand on peut justifier et ses oui, décisions, même si elles sont pas bonnes, on les justifie et c'est vrai qu'au moins c'est construit. on explique, tout le monde comprend pourquoi on a pris cette décision, et pour rajouter encore du poids, enfin du crédit à sa voilà à sa position, à sa compétence, pardon, lapsus révélateur, Bob Barfield est issu déjà de la LMS où il occupait un poste similaire, et puis surtout il a été pilote dans sa jeunesse dans les formules de promotion de l'IndyCar, donc c'est vraiment quelqu'un qui a l'expérience du terrain et qui sait ce qui se passe dans le cockpit d'une monoplace. Oui, c'est ça, mais je pense que la déclaration de Dixon s'est faite à chaud. Et bon, il a certainement dû regretter ses paroles. Trop tard, elles sont prononcées. Mais bon, finalement, Bob Barfield, nous, on va décider de le garder. Belle réactivité hein, de la direction de course. Une semaine après l'incident dans les stands à Sonoma, il y a même eu l'instauration de lignes dans les stands qui déterminent en fait le chemin à suivre pour les équipes et pour les pilotes surtout lors du restart de leur remplacement. C'est ça, hein, Kevin? Absolument. Et puis après, n'oublions pas non plus pour disculper un petit peu Dixon, pour alléger les charges contre lui. N'oublions pas que l'IndyCar évolue sur des circuits qui sont quand même anciens, où eh bien, tout simplement les pitbox ne sont plus forcément adaptés aux monoplaces actuelles. On pense à Mid-Ohio notamment, à Sonoma évidemment, puisqu'on a vu qu'il y a eu un problème. Donc voilà, l'exercice de l'aérostand est loin, loin d'être évident, et c'est pour ça que les écuries et les pilotes s'entraînent de façon très très précise et très très assidue. Alors l'actualité en bref, Kevin, on va parler d'Indianapolis et des tests qui n'ont pas forcément ravi toutes les personnes, puisque il y a eu récemment eh bien, des tests qui ont été réalisés sur le circuit d'Indiana, mais sur les circuits routiers de l'Indiana. Alors qui était déjà sur cette piste et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant cette journée surtout? Alors, la séance d'essai de test s'est déroulée mercredi 4 septembre et était présent pour rouler Graham Rahal avec l'écurie de son père, Bobby Rahal. Et puis, en invité de dernière minute, on a décidé d'amener l'écurie Panther Racing et Ryan Briscoe pour avoir 2 points de vue différents, pour avoir 2 motoristes également différents, Honda et Chevrolet. Oui. Et l'idée, plus que de tester les monoplaces et d'acquérir des données techniques, l'idée était vraiment d'évaluer la piste en elle-même. On voulait vraiment le ressenti des pilotes, puisque on le voit ces derniers temps avec les grands prix moto. Chaque année, on a droit au même refrain. La piste n'a aucun grip, c'est très très difficile d'évoluer sur ce circuit. On prend aucun plaisir, les virages sont inintéressants. Et C'est ce pourtant, qui revenait l'IndyCar a aussi. souhaité quand même s'y rendre. C'est ce qui revenait aussi en Formule 1. C'est vrai que Et la oui, piste est inintéressante. On a écouté souvent ce discours. Donc là, ils ont essayé dans les deux sens. Hein, c'est ça. Le circuit moto qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et puis le circuit F1. le circuit F1 est utilisé également par le Grand Am depuis 2012. Mhm. Euh,
Donc les remarques sont quand même plutôt positives, hein. Les pilotes ont dit, bon, certes, le circuit manque un petit peu d'adhérence, ça peut se corriger, mais par contre, on a quand même un joli mix entre les faibles appuis qui nous emmènent à de très très grandes vitesses. Les voitures ont atteint plus de 190 miles, donc en gros 310 km/h à la fin de la ligne droite. Et puis derrière, il faut énormément d'appui pour négocier les virages rapides. Et puis la section très très sinueuse qui est à la fin du circuit pour la configuration Formule 1. Donc des remarques plutôt positives. l'IndyCar, elle a déjà annoncé un plan d'investissement pour améliorer la piste, mais Derek Walker a tenu à préciser qu'aucun changement monstrueux n'allait être apporté au circuit. Donc voilà, on est en train de réfléchir à l'éventualité d'organiser une course lors du mois de mai qui pourrait se dérouler en préambule de l'Indy 500, en tout cas avant les essais libres. Bon, finalement, quand l'IndyCar avait fait appel au Boston Consulting Group en début de saison pour générer plus de visibilité et de rentrée d'argent pour le championnat, on était contre ce projet. Finalement, c'est à essayer, Kevin, non? Bah, c'est à essayer, et même les plus fervents défenseurs des traditions comme Dario Franchitti ou Bobby Rahal, eh bien, commencent à, pourquoi pas, envisager cette possibilité. Bobby Rahal a dit, moi je suis un fervent traditionnaliste, je voulais absolument pas qu'on touche à Indianapolis et à l'Indy 500 jusqu'à ce qu'on décide d'amener les voitures de stock car, hein, de NASCAR, et dit ben, pourquoi pas maintenant rouler sur le circuit routier. De toute façon, on a de grosses difficultés à faire venir les spectateurs durant les essais libres. Mark Miles a également déclaré que de toute façon le mois de mai ne marchait plus hormis le jour de la course. Donc il faut tenter quelque chose de nouveau. Donc maintenant, vaut-il mieux le faire au mois de mai au détriment de perturber un peu le grand public, ou alors est-ce qu'il vaut mieux le faire en fin d'année pour revenir sur les bases de l'IndyCar à Indianapolis? Le débat reste ouvert, mais l'IndyCar quand même s'oriente beaucoup plus vers une épreuve disputée début mai. Bon, c'est pas mal, des belles infos. On va passer rapidement au transfert pour vous présenter un petit peu plus l'échiquier qui commence à se dessiner, ou non d'ailleurs, puisque LJ Allmendinger avait l'idée de disputer un temps complet en 2014. Finalement, il a signé en NASCAR et on le reverra pas forcément en IndyCar, Kevin, c'est bien ça, hein. Ah, voilà, et J.L. Menninger a eu l'opportunité de poursuivre en NASCAR Sprint Cup. C'est quelqu'un qui a longtemps couru après un volant cette année. Il avait besoin de sécurité. C'est ce qui lui a été offert en NASCAR. C'est mérité. Malheureusement pour nous, on ne verra pas l'Américain en IndyCar, mais peut-être, pourquoi pas, reverra-t-on Montoya, hein, Eh qui oui. pourrait revenir à ses premières amours. Alors, il reste toujours en contact avec des écuries de NASCAR toutefois, mais enfin, il pourrait peut-être revenir soit chez Andretti, soit chez Ganassi. Ah, ça serait le duo reformé, ça ferait plaisir à tout le monde, non? Bah, ça ferait plaisir à tout le monde, c'est sûr. Et imaginons même un retour gagnant pour Montoya avec de superbes bagarres. En tout cas, ça ferait beaucoup de bien à l'IndyCar et ce serait un joli pied de nez à la NASCAR. Ah, ça c'est sûr. Bon, sinon parlons de Bourdet qui cherche un volant. Pour l'instant, rien n'est fait avec Dragon. Il est vraiment eh bien, libre, comme il déclarait. Donc tout peut être possible. Pourquoi pas chez Penske? Pourquoi pas chez Penske, et notamment par l'affiliation qui existe entre Jay Penske, qui n'est ni plus ni moins que le fils de Roger Penske. Alors après, pour que Bourdet aille chez Penske, soit il faut qu'il apporte un budget ou que Ça va Penske être trouve dur. des sponsors pour une troisième voiture, ou alors que Kelly Castroneves s'en aille sur un titre. Ah, ça peut être une solution, effectivement. En tout cas, s'il se remet à gagner, Sébastien Bourdet, c'est sûr qu'on va le vouloir. Il y a également un ancien pilote de Formule 1, actuel pilote d'essai pour Pirelli, qui se montre intéressé, Jaime Alguersuari. Ça peut être intéressant, ça aussi, d'attirer des pilotes comme cela. Et oui, on se rend compte que l'Europe continue d'avoir un œil avisé sur l'IndyCar, puisque Jaime Alguersuari a déclaré publiquement son intérêt pour l'IndyCar. Et puis, il se murmure que des pilotes actuels de GP2 sont également en train de lorgner sur le championnat nord-américain, puisque, on le sait, c'est très très difficile d'intégrer la Formule 1. Donc voilà, on pourrait avoir le plateau IndyCar qui pourrait venir s'enrichir de talents venus d'Europe. Et enfin, un Canadien, Hinchcliffe, qui, selon beaucoup d'observateurs, est la clé des transferts, n'est pas certain de se re-signer. Nous, on pense qu'il souhaite re-signer, mais ça dépend de plusieurs choses, Kevin, dont le sponsor, c'est ça? Voilà, ça ne dépend pas que de lui ni d'Andretti, ça dépend surtout de ce que veut faire GoDaddy, qui soutient en priorité sa star, hein, Danica Patrick, en NASCAR Sprint Cup. L'effet Danica Patrick en NASCAR commence à s'émousser, donc ça pourrait peut-être ajouter du poids à la reconduction de James Hinchcliffe. Mais voilà, le Canadien, pour le moment, n'est sûr de rien, et il est autorisé en tout cas à discuter avec d'autres écuries. Bon, et puis finalement, l'IndyCar, alors on va parler plutôt du championnat maintenant, qui se dirigerait dans les années à venir. Alors on ne sait pas exactement quand, mais c'est Mark Miles, hein, qui l'a révélé, le président de l'IndyCar, qui pourrait se
muer en championnat du monde. Ça serait vraiment une bonne idée, Kevin, ça c'est sûr. Donc Derek Walker, le président des opérations et de la compétition pour le championnat, travaille main dans la main avec Mark Miles et pourrait de nouveau revenir, pourquoi pas en Australie, en Angleterre ou en Allemagne où le kart ou l'IndyCar s'est déjà rendu, même si on a vu que le Brésil connaît quelques petites difficultés financières pour l'année prochaine. Qu'est-ce que ça t'inspire cette déclaration de Mark Miles, toi? Pour moi, elle est intéressante parce que si l'IndyCar projette de s'expatrier dans le monde, en tout cas sur le continent européen, voire asiatique ou océanique, c'est qu'il y a de l'intérêt déjà. Si l'IndyCar parvient à susciter de l'intérêt sur le plan international, c'est vraiment très très intéressant. Enfin, c'est très très positif pour la série, pour les écuries, pour les sponsors. Donc c'est un premier bon point. Je pense qu'il est nécessaire pour l'IndyCar de revenir également sur des pistes historiques, comme par exemple Surfers Paradise, que les pilotes adorent. Nous aussi, Kevin. On l'adore, hein. On a toujours eu du très très beau spectacle. Ouais. Après, voilà, comment s'organiserait ce championnat du monde? On parle d'épreuves hivernales organisées essentiellement pour ramener de l'argent dans la série, pour aider les petites équipes à se financer. Est-ce que l'on parle de courses hors championnat? Est-ce que l'on parle d'un championnat hivernal? Pour le moment, on n'en sait rien. Ouais. Ce qui serait pas bête quand même, parce que mine de rien, entre octobre et allez, on va dire avril, il se passe pas grand chose, à part quelques petites séances d'essai à Sebring. Voilà, et c'est ce que disait l'un des mécanos de Ganassi et de Penske. Il disait auparavant, dans le championnat kart, on avait une nouvelle voiture, on devait développer une nouvelle voiture tous les ans. Ces derniers temps, c'est plus le cas, Ouais. tout simplement. On procède à des évolutions, on fait des tests, des simulations, mais rien de très important. Donc pourquoi pas rouler, tout simplement, pour générer de la visibilité et puis emmagasiner des fonds supplémentaires. Bon, bien, affaire à suivre. En tout cas, nous, on est à 100% pour et on espère revoir l'IndyCar sur le sol européen. Et s'ils reviennent, vraiment, il faut y aller. Ça, c'est évident. Il faut aller voir le championnat. Si c'est en Allemagne, en Angleterre ou en Autriche ou en Italie, il faut absolument y aller. Et ça serait vraiment une très bonne nouvelle. Allez, on va conclure ce numéro avec de l'actualité maintenant. Indy Lights, avec ce championnat accessible pour arriver en IndyCar. Et la dernière course à Baltimore a vu la victoire de Jake Hawksworth. Alors, Jake Hawksworth, c'est un Britannique, champion Star Mazda en 2012, et il s'est imposé devant Saj Karam et Gabi Chavez. Sachez que ces trois hommes pilotent pour Sam Schmidt et pourraient, pourquoi pas, s'imposer au championnat, puisque Carlos Munoz a perdu les commandes de ce fameux championnat face à Saj Karam. L'américain Karam possède désormais 373 points, soit 2 de plus que Munoz. Donc Kevin, t'as vu que la lutte est serrée en Indy Lights, La lutte est serrée. Alors, on a eu un Américain champion d'IndyCar en 2012. Pourquoi pas un Américain champion Indy Light en 2013? Finalement, tout va bien pour la bannière étoilée. Finalement, c'est vrai que ça serait une bonne chose. En tout cas, nous, on est content pour l'Indy Lights. Ça reprend un petit peu d'intérêt puisqu'il y a un nouveau promoteur. Vous le savez si vous avez écouté la première émission de Gasoline Alley. Effectivement, l'Indy Lights, on attend du mieux pour le futur, et sachez également que ça marche bien cette filière, puisque Jake Hawksworth, on en a parlé, triple vainqueur cette année, va tester avec Ral Letterman Lanigan Racing très prochainement, donc en IndyCar bien sûr, et il pourrait peut-être avoir donc une option pour le titre cette année, et puis pourquoi pas entrer l'année prochaine en IndyCar. Pour l'instant rien n'est fait, mais il suivrait, s'il réalise ça, le parcours de Tristan Vautier. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et on voit que quand même ces dernières années, l'Indy Light a apporté plusieurs talents. On a eu du Newgarden, on a eu du Vautier, du Hinchcliffe, et on voit que ces hommes sont très très compétents puisqu'ils réalisent de très bonnes performances dans la catégorie Rennes. Oui, on pourrait même revoir Carlos Munoz en IndyCar, puisque cette année il a fait deux départs, dont une deuxième place à Indianapolis. Ça serait quand même étonnant de ne pas revoir le pilote colombien. Bon, mais voilà, c'en est tout, Kevin, pour cette deuxième émission de Gasoline Alley. On espère que le concept plaît aux auditeurs et vous plaît donc. Merci à ceux qui nous ont fait un retour. Nous sommes, sachez-le, ouverts à toutes les idées que vous pourrez proposer, que ce soit sur le Facebook, sur le Twitter ou via l'adresse internet info@us-racing.com. Et toujours pareil, si vous avez des questions sur le championnat, nous ferons un plaisir d'y répondre, n'est-ce pas, Kevin ? Absolument, c'est toujours avec un grand plaisir qu'on vous lit, que ce soit sur peu importe le support, mais que l'on puisse échanger, partager avec vous sur ce qui représente quand même le plus beau championnat, il faut le dire. Oui, on le dit, Kevin. On en a débattu, d'ailleurs je vous invite à écouter la dernière édition de Splash & Go, on en a débattu, mais pour moi c'est vraiment la discipline qui fournit actuellement le meilleur spectacle en sport automobile aux États-Unis. Bon, merci Kevin pour tout cela, pour ton aide ici pour cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis et à toutes bien évidemment. On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit donc à très vite sur US Racing. Salut. À tout bientôt.